Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de l'hypersensibilité, comme vous savez. Alors là, je veux juste être certaine, je ne vous vois pas. Pas mal tout le monde a fermé ça. Ah, voilà. Il y en a quelques-uns qui sont là. Merci, c'est super. Donc, aujourd'hui, on va d'abord et avant tout adresser l'hypersensibilité ensemble. Je vais me présenter parce que personne ou presque me connaît. Peut-être certains me connaissent, puis oh, il y a quelqu'un qui attend. On la met. Voilà. Je la mets. Donc, aujourd'hui, c'est ça, on va présenter l'hypersensibilité comme étant quelque chose à laquelle je m'intéresse énormément depuis très longtemps. Est-ce que là, vous voyez ma deuxième diapositive? Non, on voit encore la page d'accueil. Oh, parfait. Je vais juste être sûre que je suis à la bonne. Bon, voilà. Là, ça va? Oui. Parfait. Alors, qui je suis? Ben, moi, je suis psychoéducatrice, comme vous le voyez tout à l'heure sur la page d'accueil. Et puis, je suis psychoéducatrice depuis 25 ans déjà. Donc, ça fait quand même un petit moment que je travaille comme psychoéducatrice à aider les gens. Et depuis les dernières années, en fait, ça doit faire 6-7 ans, peut-être même plus que ça, je travaille en pratique privée. Je donne des formations, je donne des conférences et puis je travaille aussi en pratique privée en bureau dans une clinique médicale, une clinique interdisciplinaire, donc conjointement avec des médecins, des ergos, physio, psychologues. Bref, on est une belle équipe qui travaillons justement à aider les gens à s'adapter au quotidien. Et j'ai travaillé en milieu scolaire, j'ai travaillé aussi, j'ai enseigné cégep collégial, université, un petit peu. Puis, l'idée, justement, de donner des formations ou des conférences, pour moi, devenait essentielle pour permettre aux gens de mieux comprendre ce qui se passait, justement, entre autres, avec quelque chose qui m'intéresse depuis fort longtemps, qui s'appelle l'hypersensibilité. Puis, quand je suis sortie de l'université, l'hypersensibilité était beaucoup adressée comme étant un trouble, le trouble de modulation sensorielle, en fait, et on parlait beaucoup de, justement, de réadapter, de désensibiliser, de mettre en place des stratégies pour que la personne puisse être adaptée à son quotidien. Je trouvais ça parfois difficile parce que ça allait un peu à l'encontre de ce qu'on cherchait comme, en fait, comme humain ou comme aide qu'on allait offrir, de justement désensibiliser ou d'aider la personne à être quelqu'un peut-être d'autre que ce qu'elle est à la base elle-même. Donc, j'ai commencé à chercher en ce qui concernait justement des différentes problématiques pour me rendre compte aussi qu'au fil des années, il y avait des gens qui, à chaque année, je retrouvais des gens de différents milieux avec des différentes problématiques, différents diagnostics, mais qui avaient un fil conducteur. Puis ce fil conducteur-là, ben, c'était souvent l'hypersensibilité. Ce qui a fait que j'ai commencé à chercher, à m'intéresser, à prendre des formations et un peu paradoxalement, ici au Québec, en ce qui concerne justement l'hypersensibilité, on était beaucoup dans le carcan du trouble. Donc, je me suis tournée vers les États-Unis, entre autres, puis c'est là où je vais vous parler aussi de l'approche qu'on va voir ce soir. C'est une approche qui, en fait, qui fait du sens dans le sens où c'est la Hélène Aron, en fait, qui est la pionnière qui s'est intéressée dans un premier temps à l'hypersensibilité dans un contexte de trait de caractère, pas de problématique, mais plus dans un contexte de situation dans le corps qui se passe et qui fait que là, les gens ont de la difficulté à s'adapter. Ce qui m'amène à dire, on s'en va vers un changement de paradigme. On n'est plus dans un trouble, on est plus dans une condition du corps et qui amène une vision différente aussi. Donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'on va sortir de quelque chose qui est plus de type diagnostic, mettre en place des stratégies liées à ce diagnostic-là. On va sortir de cette situation-là pour mieux comprendre ce que c'est l'hypersensibilité, mais dans un contexte où le corps il est juste plus sensible qu'un corps de gens qui sont moins sensibles. Ça va jusque-là? Alors, ici, je parlais du changement de paradigme, c'est ce qu'on va voir, mais on parle de l'aspect psychologique, donc d'une approche qui est
pas juste psychologique, parce que, assurément, oui, l'aspect psychologique y est. En fait, Helen Aron s'est intéressée dans un contexte psychologique, mais aussi les chercheurs, dernièrement, nous ont dit « Hey, c'est pas juste dans l'aspect psychologique ou dans la compréhension des choses, on a aussi des données qui nous disent que dans le corps d'un hypersensible, il se passe des affaires différentes que quelqu'un qui est beaucoup moins sensible. » Alors, ça fait déjà 30 ans qu'on cherche sur ce trait-là, ce qui est quand même pas négligeable, parce que 30 ans, on se dit, ah, voyons donc. Puis même moi, quand j'ai été extrêmement surprise, ça doit faire peut-être, je dirais peut-être une dizaine d'années que je m'intéresse à l'hypersensibilité dans ce contexte-là. Puis 30 ans, je n'avais jamais entendu parler nécessairement de cette, en fait, de cette approche-là, mais aussi de cette vision-là de l'humain. Puis, pour m'amener à voir qu'ici au Québec, on va chercher souvent beaucoup des diagnostics, puis on en parlait tout à l'heure, Sylvie et moi, c'est beaucoup dans le sens aussi où on a besoin pour les systèmes de CPE, à l'école, d'avoir des diagnostics pour permettre d'avoir de l'aide, ce qui est un peu étrange parce que le diagnostic à proprement dit n'est pas l'enfant, n'est pas la personne, en fait, ça explique des choses, mais ce n'est pas une finalité en soi. Puis des fois, ben, pour plein de raisons, on ne veut pas aller chercher un diagnostic parce qu'on a peur justement qu'il y ait une étiquette qui soit mise sur le front de notre enfant. Et avec raison, mais en même temps, parfois, c'est ce qui va lui permettre de recevoir l'aide qu'il a besoin. Alors, comme je vous dis, nous, on va vraiment sortir de ça dans le sens où on va parler de l'humain dans son ensemble et pas dans un contexte de maladie, dans un contexte d'être différent, dans un contexte de diagnostic, vraiment dans un contexte d'être humain. Donc, si on prend l'approche de Helen Aron, on parle d'un trait de caractère. Donc, c'est un trait commun, puis c'est un trait humain qui est sain, ce qui veut dire que ce n'est pas un problème. Puis ça, ben, c'est encore difficile à comprendre parce que souvent, les gens disent « Ah, toi, tu es hypersensible », puis c'est vu comme étant quelque chose de négatif, de péjoratif, alors que c'est simplement une condition du corps. Ça va toujours? Donc, moi, comme psychoéducatrice, ce que je trouve super important, c'est qu'on puisse, de un, reconnaître ce que c'est l'hypersensibilité, la comprendre, aider nos enfants, mais nous-mêmes aussi, parce qu'on va voir qu'il y en a beaucoup de gens qui sont hypersensibles, bien plus qu'on l'imagine. Soulager, donc comment on peut faire pour soulager des fois ces grandes sensibilités-là et valoriser ça, que ce soit vu comme étant quelque chose de vraiment beau. Puis moi, je dis souvent aux enfants que je vois en consultation, c'est un super pouvoir, puis il faut que tu sois fier de ce pouvoir-là. Puis on va le voir un petit peu plus loin, puis si vous voulez, je pourrais vous fournir aussi une bibliographie de plein de bouquins intéressants. Puis il y en a un, entre autres, Fabrice Midal. On en a entendu parler d'ailleurs il y a de ça quelques mois, qui avait fait une présentation sur son nouveau livre. Lui, il adresse vraiment comme étant que les super-héros, ce sont tous des super-sensibles. Donc, je trouve ça intéressant parce que justement, c'est amené dans un contexte où les super-héros, tout le monde connaît les Batman de ce monde, mais tous ces super-héros-là, ayant des super-pouvoirs, sont des super-sensibles parce qu'ils sont capables d'être connectés avec monsieur, madame, tout le monde, avec leurs super-pouvoirs. Donc, c'est intéressant à réfléchir, mais à faire le lien, mais surtout de se dire que ce n'est pas depuis hier que l'histoire d'hypersensibilité existe. Assurément, on en parle beaucoup plus dernièrement, mais pas encore assez. Je m'en fais une mission. Donc, comme je disais tantôt, les humains, peu importe qui ils sont, des humains, ça reste des humains. Puis trop souvent, on les rassemble dans « Ah, ben moi, j'ai 2 petits TSA dans ma classe » ou « J'ai 2 TDAH » ou « J'ai 3 TDAH ». On n'a pas des TDAH, des TSA, en fait, des diagnostics, on a des humains. Puis pour moi, c'est hyper important qu'on ait une condition particulière avec des besoins spécifiques, que ce soit un TDC, un TDA, un TSA, peu importe, ce sont des humains. Et dans la littérature actuellement, au niveau scientifique, il n'y a rien qui nous indique clairement que
bon, un humain, TDA, hypersensible, ils font pas, en fait, on ne va pas là en fait, dans l'exploration. On est plus dans un contexte général. Et puis, je pense que ça fait du sens. Puis, je pense qu'on doit tendre vers ça parce que je pense qu'on s'est beaucoup trop tourné vers des diagnostics pour expliquer des fois beaucoup trop de choses. Donc, c'est important justement de prendre aujourd'hui la présentation comme étant quelque chose qui s'adresse à tous les humains, peu importe qu'on ait une condition particulière ou non. Ça nous appartient, c'est propre à nous, mais qu'on puisse se référer à ce qui se passe au niveau du corps humain dans le contexte d'ensemble. On va voir ici qu'est-ce qu'il y en est. Thomas Boyce, c'est un pédiatre anglais, en fait, américain, qui a décidé, en fait, je trouvais ça intéressant, il a mis la sensibilité sur une échelle avec des fleurs, puis je trouvais ça intéressant de là, tantôt, l'orchidée. L'hypersensibilité étant mise en valeur par l'orchidée en disant, ben, c'est une belle fleur, elle est magnifique, parfois, elle est fragile, des fois, elle a de l'air morte, mais l'orchidée reste une fleur magnifique avec toute sa beauté quand on en prend soin et quand elle a des conditions gagnantes. Donc, ça aussi, c'est intéressant à se souvenir. On a la tulipe, qui est, dans le fond, des gens qui sont un petit peu moins sensibles, qui sont tout de même sensibles, font partie de la tranche de sensibles, mais un petit peu moins, donc qui va, avec le vent, peut-être perdre quelques pétales, mais qui va rester debout. Et on a le fameux pissenlit qui correspond, en fait, aux gens qui sont peu sensibles. Puis dans la proportion dans le pourcentage, en fait, je pensais que c'était ma prochaine, on a à peu près l'équivalent de 70, je vais revenir à mon autre diapo, l'équivalent de 70 de la population qui serait dans le pissenlit, donc peu sensible, et de 20 à 30 qui seraient dans l'orchidée et la tulipe. Ce qui veut dire que c'est beaucoup de gens. 20 à 30 c'est pas 2 personnes. On s'entend? Puis quand on y réfléchit, ben, si on regarde les gens qui ont des difficultés spécifiques, par exemple, avec un diagnostic, ça ne correspond pas à 30 Assurément, on ne peut pas faire un lien direct avec une problématique, un diagnostic et l'hypersensibilité. Donc, monsieur, madame, tout le monde peut être hypersensible sans avoir de diagnostic. Jusque-là, ça va? Parfait. Ce que j'avais comme autre, dans le fond ici, comme autre diapositive, c'est les recherches démontrent aussi que l'hypersensibilité, en fait, c'est comme ça qu'Helen Aron s'y est intéressée. Chez les animaux, en fait, on observe la même chose que chez les humains, la même proportion. Ce qui veut dire que 20 à 30 d'animaux qui sont hypersensibles depuis l'histoire de l'humanité, c'est quand même beaucoup. Puis comment on a fait pour faire le lien entre les deux? Bien, les biologistes puis les psychologues se sont parlé, puis en fait, les biologistes et les chercheurs se sont parlé pour se rendre compte que c'est les mêmes proportions. Ce qui veut dire que depuis l'histoire des temps, l'hypersensible a servi aussi à l'humanité parce que s'il n'y avait pas eu l'hypersensible, il n'y aurait pas eu probablement l'humain qui aurait pu survivre parce que l'hypersensible peut être hypersensible au son, peut être hypersensible aux odeurs, peut être hypersensible aussi dans la vigilance par rapport à ce qui se passe. Et c'est ce qui a permis, en fait, de génération en génération, de pouvoir avoir accès finalement à se reproduire et à pouvoir être ici aujourd'hui. C'est quand même intéressant parce que souvent, quand je le dis aux enfants, les enfants sont fascinés de savoir que grâce à leur hypersensibilité, ben, on est là aujourd'hui. On va voir les critères. En fait, puis tu sais, on parle de critères, mais j'aime vraiment pas ça, appeler ça des critères, parce que c'est plus des caractéristiques, en fait, qui reviennent chez les hypersensibles. On a 5 grandes manifestations d'une sensibilité élevée. Ce qui veut dire un traitement en profondeur des informations.
tout le corps ressent les choses. À degrés divers, selon qui on est, assurément, ce n'est pas pareil pour tout le monde, on est tous différents. Mais ça revient d'une manière claire chez tous les hypersensibles. Le traitement des informations est profond. Ce qui veut dire qu'il y a une stimulation dans une pièce, ben, la personne peut ressentir des choses dans tout son corps, même si cette stimulation-là, elle est petite. C'est là que ça devient des fois compliqué. La surstimulation. Ça aussi, quand il y a beaucoup de stimulation en même temps, que ce soit auditif, visuel, odeur, au niveau même du goût, au niveau du corps, on est coincé, il y a plein de monde. J'aime bien faire l'analogie avec une balloune. En fait, on a toute une petite balloune molle au fond de nous, là. Elle gonfle, elle dégonfle, puis elle pète. Chez les hypersensibles, elle va gonfler vite, ce qui veut dire que différentes stimulations vont la faire gonfler, puis elle va péter vite. Ce qu'il faut penser, c'est que cette balloune-là, elle va toujours continuer à gonfler rapidement chez les hypersensibles et elle va toujours être presque sur le bord d'éclater à plusieurs reprises. Il faut se dire qu'est-ce qu'on va faire pour qu'elle puisse être un peu plus, avoir un petit peu plus de lousse. Donc, il faut apprendre à dégonfler la balloune, trouver, en fait, entre le trop gonflé et la dégonfler, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui permet de dégonfler la balloune pour éviter qu'elle pète toujours. Puis, ça serait utopique de penser qu'elle n'éclatera pas. Elle va toujours être plus susceptible d'éclater chez les hypersensibles. Une autre chose qu'on a souvent associée rapidement à l'hypersensibilité, c'est la réceptivité émotionnelle. Bien là, elle est totalement là, puis elle fait partie d'un tout, mais ce n'est pas que ça. Donc, il y a mes émotions, mais il y a aussi celles des autres. Ce qui veut dire que chez les hypersensibles, on voit souvent de grands empathiques. En fait, l'empathie fait souvent partie des critères ou des énoncés qu'on va voir chez la majorité des hypersensibles. Je suis tellement empathique que je ressens que les autres ressentent. Puis ça, c'est très difficile parce que des fois, j'ai aucune idée c'est quoi qui se passe, mais je me sens pas bien. Donc, ce qui veut dire que si moi, dans ma vie de tous les jours, tout va bien, mais je me sens pas bien, c'est parce que ça m'appartient pas. Nous, comme adultes, on est capable de le rationaliser, mais les enfants ne sont pas capables de rationaliser ça. Ce qui veut dire que quand moi, j'arrive à la maison puis je suis chargée de stress, puis j'ai vraiment une journée difficile avec tout plein d'enjeux puis que mon hormone de stress est dans le tapis, juste être en présence de mes enfants ou de mon conjoint, ma conjointe, déjà, on a des neurones miroirs qui nous connectent ensemble, qui vont faire en sorte que on va connecter, il va y avoir quelque chose qui va se passer dans l'échange dans notre corps. Ce qui veut dire que moi, si mon cortisol, qui est l'hormone du stress, est très élevé, juste être en ma présence pendant 1 heure, pour y avoir autant de cortisol que moi sans savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ce qui veut dire que mes neurones miroirs se connectent avec les gens dans mon environnement à tous les jours, partout où je suis et en tout temps. Ça, c'est pour le commun des humains. Si on parle de l'hypersensibilité, cette connexion-là, elle est exacerbée, ce qui veut dire qu'elle peut être encore plus intense, ce qui veut dire que je peux ressentir encore plus l'intensité, mais je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Fait que ça, c'est super important aussi parce que ça fait partie d'un gros morceau chez les hypersensibles et c'est beaucoup lié, je dirais, aussi à l'aspect réactif des enfants. Des fois, on se dit hey, j'ai une mauvaise journée, comme je disais tout à l'heure, on arrive à la maison, puis là, on se dit hey, là, je vais faire comme si tout est beau, là, ça va bien aller, puis finalement, notre plus petit, il se met à faire une crise, puis là, ben, d'autant plus, par exemple, qu'il est hypersensible, ben là, moi, je me mets à élever le ton. Ah, arrête de crier après moi! Puis là, finalement, on ne crie pas, on fait juste lever le ton. Sauf que lui le perçoit comme étant un cri, une agression, il est rempli, il est connecté émotivement, il est surstimulé. Bref, ça ne va pas bien. Et là, on ne sait plus qu'est-ce qui va se passer parce que la suite, souvent, elle déboule puis elle finit par être un peu difficile. En fait, souvent, les soirées sont difficiles pour les hypersensibles parce qu'il y a eu une accumulation durant toute la journée. C'est super important de se souvenir de ça. Un autre point, en fait, le 4e, c'est la perception de fines nuances.
les détails sont d'une importance capitale. Moi, j'ai des monstres là, dans mon bureau qui sont cachés un petit peu partout, des petits collants de monstres, là, puis les hypersensibles rentrent dans mon bureau, puis d'emblée, ceux qui les ont jamais vus font « Ah, t'as des monstres partout! » Ils sont rentrés à peine dans mon bureau, ils les voient. Les hypersensibles voient des changements incroyables, qui sont en fait des changements qui sont vraiment à peine perceptibles pour la majorité des gens. Ils vont le remarquer. Si vous changez, si vous êtes fait couper les cheveux de même pas 1 pouce pour des cheveux longs, souvent ça va, l'hypersensible va le voir, va ressentir aussi des fois, en fait, va sentir même des fois quand on fait une recette puis on a mis un ingrédient différent. C'est aussi subtil que ça, mais les fines nuances sont très envahissantes pour les hypersensibles parce que ça les charge énormément. C'est des informations qui se cumulent dans leur corps. Et quand on parle de traitement en profondeur, de surstimulation, de réceptivité émotionnelle, de fines nuances, déjà, hein, on sent que notre ballon est gonflé. Fait que là, on se dit, OK, il ne s'est rien passé, mais c'est intense. Bien, assurément, ça peut être difficile de finir la soirée puis qu'on soit tout le monde dans un contexte très agréable et positif. Joanne, on a une question. Excuse-moi. Oui. Je vais la lire. Chez les autistes Asperger, il est dit qu'ils ne reconnaissent pas les émotions. Pourtant, on parle aussi d'hypersensibilité. Est-ce que certains des autistes Asperger peuvent être soit hypersensibles ou au contraire ne pas ressentir les réactions des autres? Absolument. En fait, c'est une très, très bonne question. Il y a certains, en fait, autistes Asperger qui vont avoir une connexion plus facile aux autres. Puis ça revient à ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est difficile de catégoriser clairement dans un cadre trop restreint qu'est-ce qui se passe. Fait que il y a certains Asperger qui vont avoir une facilité quand même à ressentir et c'est impressionnant. Et souvent, ça va relever du fait qu'ils vont avoir des capacités qu'ils vont avoir développées justement dans la dernière manifestation que je parle, au niveau de la sensibilité avantageuse. Si mon environnement me permet d'être connecté aux autres, me permet d'être qui je suis, me permet d'apprendre, me permet de me déposer, ça va faire en sorte que ça va permettre probablement plus de le développer, mais ça ne sera pas nécessairement, je dirais, peaufiné, mais ça, on le voit pas juste chez les Asperger, on le voit aussi chez des humains qui n'ont aucun diagnostic et qui ont de plus grandes difficultés à entrer en relation. Mais chez beaucoup d'Asperger, effectivement, en fait, de TSA, tout court, là, pas juste les Asperger, on va voir des hypersensibilités qui sont davantage liées à l'aspect sensoriel du corps, un petit peu moins au niveau émotif, mais c'est quand même présent. Puis beaucoup plus qu'on peut l'imaginer, mais on ne l'a pas exploré tant que ça dans les dernières années parce qu'on l'a traité davantage du point de vue justement de troubles de modulation sensorielle. Mais c'est une question qui mériterait effectivement d'être approfondie parce qu'il y a quelque chose d'intéressant là et d'important. Mais la sensibilité avantageuse, c'est justement un critère, comme je disais, pas un critère, mais une manifestation qui est quand même nouvelle, qui s'est ajoutée. Au départ, il y avait 4 grandes manifestations de la sensibilité, c'était les 4 premières. On a ajouté la sensibilité avantageuse parce que les chercheurs se sont rendus compte que quand l'environnement était justement très aidant, aimant, qui permettait la sensibilité et qui permettait à la personne de se sentir elle-même, indépendamment de ses défis, on arrivait à quelque chose de grand et surtout, on permettait à la personne d'être beaucoup plus adaptée. Je ne sais pas si ça a répondu à la question. Nicolas, c'est correct, oui? Merci. On parle d'émotions intenses. Ça, assurément, je pense que si vous êtes ici ce soir, c'est parce que vous avez un intérêt pour, en fait, l'hypersensibilité vous a questionné, pas vous a questionné, mais vous a intéressé. Si on parle de 20 à 30 % de la population, assurément, il y en a dans votre entourage. Si vous n'êtes pas vous-même hypersensible ou vous n'avez pas vos enfants qui le sont. D'ailleurs, quand on parlait de l'hérédité, tout à l'heure, Helen Arendt, justement, démontre clairement l'hérédité. Il y a d'autres chercheurs européens qui, eux, disent
Ben oui, il y a la possibilité d'hérédité, mais il y a aussi la possibilité qu'on puisse développer une hypersensibilité, entre autres, si on a un trauma ou si il se passe quelque chose et puis que, admettons, notre cerveau puisse être en fait est atteint par soit une commotion ou mais on n'adressera pas aujourd'hui de ce point de vue-là. Mais dans l'hérédité, ce que je veux dire, c'est que souvent, quand on voit notre enfant qui vit des hypersensibilités par rapport à son quotidien, souvent, les parents me disent Hey, on dirait que je me vois, puis en même temps, je viens de comprendre, alors que là, j'ai 45 ans, puis que je me dis Hey, depuis toujours, je trouvais ça difficile. Fait qu'en fait, on met des mots sur des choses, un constat qu'on vit, puis qui n'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Donc, les émotions intenses, assurément, ça fait en sorte que tout le corps les ressent. Ça veut dire que souvent, les hypersensibles, quand ils vivent une émotion, vont avoir mal au ventre, peuvent trembler, peuvent avoir mal à la tête. Le corps va ressentir tout ce qui se passe au niveau émotif. Et c'est là que c'est difficile aussi des fois parce que là, on se dit, ben voyons, c'est un peu trop, là. Mais c'est toujours trop, souvent, avec les hypersensibles. Puis d'accepter ce trop-là va permettre souvent à la personne d'être éventuellement tranquillement dans le moins trop pour pouvoir être plus confortable. Et d'ailleurs, le stress amène énormément justement on gonfle dans le ballon. Le stress va amener la ballonne à être gonflée vraiment énormément. Ce qui veut dire que le matin, je me lève, je pile sur un morceau de Lego, j'ai mal, mon corps le ressent, ma ballonne gonfle, j'arrive dans la cuisine, puis j'ai le goût de manger une sorte de céréales, puis mon frère a mangé ce qui restait du céréales, ma ballonne gonfle. C'est des stresseurs, mais qui ne sont pas des choses graves ou d'une importance majeure pour la majorité des gens. Mais ça va faire gonfler la ballonne, puis ça va faire en sorte que peut-être que je vais m'en aller à l'école, puis je vais être sur le bord d'éclater. Fait que si, dans l'autobus, il y a quelqu'un qui m'accroche, ça se peut que là, je me mette à crier des choses, à lui sacrer un coup, à lui faire mal, parce que là, ma ballonne, elle a éclaté. Puis ça, ben, ça nous amène aussi des fois à percevoir un peu différemment les gestes et les comportements de nos enfants, mais aussi les nôtres. Parce que nous, ça ne se traduit peut-être pas par un coup de poing sur le nez de quelqu'un, mais ça peut se traduire par je deviens impatient, irritable, je peux me mettre à crier, je peux avoir des gestes brusques. Bref, cette charge-là est importante. En fait, c'est important de le comprendre puis de se dire, ben finalement, tout le monde, tous les humains, qu'on soit petit ou grand, on peut avoir une ballonne qui gonfle puis qui éclate en tout temps. Comme on voyait tantôt, ben, l'environnement peut nous faire réagir. Fait que c'est sûr que présentement, dans notre environnement, puis il y a quelque chose qui s'est ajouté depuis les 2 dernières années, vous savez. Je ne vous surprends pas en vous disant qu'on a eu une pandémie. Bien, ça, pour les hypersensibles, je dirais que c'est quelque chose d'extrêmement difficile parce qu'il y a une énergie globale, terrestre, partout, qui est très intense et qui est ressentie par les hypersensibles sans même savoir qu'est-ce qui se passe. Puis souvent, on n'a pas conscience qu'on porte ça, mais chez les hypersensibles, c'est très lourd et ça fait en sorte que ça impacte directement le quotidien de tout le monde. Donc, ça amène plus d'irritabilité, ça peut amener beaucoup moins de patience, ça peut amener même une fatigue du corps parce qu'on est constamment en train d'essayer de se réguler dans le quotidien. Joanne, on a une autre question. Oui. Donc, quel est le lien entre l'hypersensibilité et le fait qu'un enfant peut remarquer le changement subtil dans votre salle de consultation? En fait, c'est quand je parlais tantôt, si on revenait de voir ici, au niveau des fines nuances, en fait, c'est que mes petits monstres, ils sont cachés un petit peu partout, mais les fines nuances, c'est que c'est des petites choses qui sont présentes qui vont faire en sorte que les gens ne remarqueront pas. Donc, les hypersensibles traitent ce type d'informations-là constamment. Je vais donner l'exemple des petits monstres dans mon bureau parce que c'est souvent celle qui revient d'une manière assez claire. Mais souvent, c'est ça, ils vont remarquer qu'il y a des petits monstres, puis ils vont se mettre à aller chercher un peu partout, un peu instinctivement.
Donc, pour les hypersensibles, tout ce qui peut être finement perçu par le 70 qui n'est pas sensible, bien, ça va faire en sorte que ça va être une charge de plus qui va être dans la balloune gonflée. Je ne sais pas si ça répond. André, est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci. Parfait. Donc, c'est ça. L'environnement, en fait, tout l'environnement peut faire réagir constamment. Ce qui veut dire que toute information, tout traitement d'information est constamment, souvent, je vais vulgariser en disant qu'il est computé par le corps, donc traité par le corps tout le temps. Donc, il n'y a pas beaucoup de répit, je dirais, pour les hypersensibles. Et ce qui est souvent, ce qu'on voit souvent, l'ami de l'hypersensible, c'est l'anxiété. Parce que beaucoup d'hypersensibilité peut mener facilement de l'anxiété. Parce que dans le cerveau, on va le voir un petit peu plus tard, dans le cerveau d'un hypersensible, il y a des connexions neuronales qui sont multipliées. Donc, si on parle de multiplier les connexions neuronales, on parle d'être constamment en effervescence, ce qui veut dire qu'il y a toujours de l'activité cérébrale. Donc, souvent aussi beaucoup de rumination chez les enfants plus vieux, mais chez les enfants plus jeunes, souvent, ça va se traduire justement par des charges et des crises, en fait, qui vont être très difficiles à gérer, puis qui, par la suite, plus ils vont vieillir, plus ça va se traduire par l'anxiété. Joanne, on avait une question de Sylvie, je crois que c'était en lien avec la réponse que tu as donnée. Elle demande si c'est ce qu'on appelle de l'hypervigilance. Je ne sais pas, Sylvie, si tu veux préciser ta question de vive voix. Oui, bien en fait, c'est que de ce que je comprends, moi, l'hypervigilance, c'est de toujours être très, très à l'affût de ce qui se passe. Donc, tu sais, c'est des gens qui vont scanner vraiment tout ce qui se passe dans leur environnement. Puis, je me demandais si le principe des petits monstres dans le bureau, c'était pas un peu ça, l'hypervigilance, de toujours tout surveiller ce qui se passe autour de nous. Est-ce que c'est un critère d'hypersensibilité, ça, parce que moi, je connais des gens qui sont hypervigilants, puis je me demandais, est-ce que c'est en lien avec l'hypersensibilité? Bien, en fait, c'est une très bonne question. Ça peut être en lien, mais ce n'est pas nécessairement en lien dans le sens où de percevoir les fines nuances, ça veut dire traiter de l'information des fois qui n'est même pas consciente, ce qui veut dire qu'on ne conscientise pas nécessairement qu'on est en train de traiter toute l'information puis de regarder qu'est-ce qui se passe. Ça se fait naturellement. Ça, chez les hypersensibles, ça se produit souvent. Ce n'est pas tous les hypersensibles qui sont dans cette perception de fines nuances-là. Par contre, l'hypervigilance souvent va être liée à l'anxiété qui peut être causée par l'hypersensibilité. Puis l'hypervigilance, c'est d'avoir peur qu'il arrive quelque chose ou qu'il y ait un problème quelconque qui se déclare dans notre environnement puis qu'on doit réagir rapidement. Donc, la question est super bonne parce que la nuance, justement, elle est très fine. C'est pas parce que je remarque justement qu'il y a des petits monstres que je suis en danger ou que je me dis hey, ça n'a pas de bon sens, il va se passer quelque chose. Alors que l'hypervigilance, c'est de scanner l'environnement pour être certain qu'il n'y a pas de danger potentiel pour moi. Et c'est là où on voit vraiment le lien direct avec dans le fond, l'hypersensibilité. Merci, ça me fait vraiment comprendre la différence entre les deux. Merci. Bienvenue. On arrive, est-ce que vous êtes tanné de ne pas me voir ou est-ce que vous me voyez en tout petit? C'est ça, hein, dans le fond? Joanne, on a une autre petite question qui vient de surgir. Est-ce qu'on devient hypersensible ou on est avec ce trait d'hypersensibilité? Bien, c'est une bonne question. Comme je le disais tout à l'heure, selon la théorie de Helen Arendt, qui est la psychologue américaine qui cherche, en fait, qui est celle qui a vraiment qui a cherché en premier chez les humains qu'est-ce qui se passait. Selon sa théorie à elle, ce serait inné, donc en fait, ce serait héréditaire. On naîtrait avec ce trait de caractère-là, donc on aurait ça d'emblée là, dans nos gènes.
il y a des chercheurs, comme je disais, européens qui, eux autres, bon, il y en a plusieurs qui ont cette thèse-là, en fait, et qui adhèrent à la théorie de Helen Arendt, mais il y en a d'autres qui nous disent qu'il pourrait aussi y avoir des gens qui deviennent hypersensibles suite à des traumatismes, suite à des, par exemple, quelque chose qui s'est passé dans leur vie et qui, là, tout d'un coup, on dirait que tous leurs sens se sont exacerbés. En fait, ils sont devenus extrêmement fragiles. Je dirais qu'on n'a pas encore beaucoup de données de ce côté-là en ce qui concerne le devenir hypersensible. On en a beaucoup plus dans l'histoire il y a quelque chose d'inné derrière tout ça. Mais moi, je dirais que dans les prochaines années, on va sûrement pouvoir en savoir davantage, considérant les recherches qui sont en cours. D'ailleurs, j'aimerais tellement qu'il y ait des chercheurs canadiens qui puissent être sollicités ou en fait à qui ça pourrait intéresser parce que présentement, on n'en a pas qui s'intéressent à l'hypersensibilité à proprement dit. J'espère que ça répond. Oui? Parfait. En fait, il y a quelque chose aussi qui est super intéressant et important, c'est, puis comme vous le voyez tantôt, quand on a faim, quand les hypersensibles ont faim, ça peut devenir catastrophique. Donc, souvent, les gens me disent « Ouais, mais là, ça va être l'heure du repas, puis je lui ai dit de patienter. » Bien, patienter pour un hypersensible, c'est comme lui demander d'attendre pendant 20 ans. Son corps lui dit « J'ai faim, bien, c'est maintenant qu'il faut qu'il mange. » Donc, l'idée derrière tout ça, c'est d'avoir des collations, de permettre à ce que l'enfant puisse manger des petites collations en tout temps durant la journée. Vous allez vous sauver des crises, vous allez vous sauver des problématiques relationnelles, mais aussi, vous allez combler un besoin qui est très important. En fait, chez tous les humains, mais les hypersensibles particulièrement, la majorité ont de la difficulté à tolérer l'attente liée à la faim. Donc, l'irritabilité peut devenir un objet vraiment de discorde et là, finalement, ça en suit les soirées, comme on parlait tout à l'heure, un peu catastrophiques. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Aimer prendre son temps. Aussi, les hypersensibles aiment prendre leur temps, aiment pas être pressés. Donc, quand on a une limite de temps, des fois, c'est difficile pour les hypersensibles parce qu'on se retrouve à les presser et puis ça fait en sorte qu'en bout de ligne, on n'est pas toujours on n'est pas toujours là où on veut aller parce qu'on les presse, on met de la pression, puis on fait en sorte qu'en bout de ligne, on va créer un autre problème qui, souvent, comme je disais, qui se traduit en crise, en irritabilité, en opposition. Et je ne dis pas que l'opposition et les crises sont toujours liées à l'hypersensibilité, mais ça peut être une manière de se traduire, en fait, pour les enfants de communication, de dire « là, je ne suis pas bien ». Les petites antennes, capter les subtilités de l'environnement, comme on parlait tout à l'heure, l'éponge à émotions aussi, l'empathie, l'attention, en fait, porter une attention particulière aux détails, comme je disais. Souvent, les hypersensibles vont remarquer des choses que les autres ne voient pas. Poser beaucoup de questions, ça peut devenir très fatigant parce qu'ils veulent comprendre qu'est-ce qu'il y en est. Et là, on arrive à quelque chose de vraiment important. Les hypersensibles ont besoin de leur bulle, ont besoin de calme, ont besoin de se retrouver dans un espace juste à eux. Et ça, présentement, c'est extrêmement difficile. Oui? Je vais juste préciser, tantôt, je n'avais pas vu, mais suite à la demande si on est inné ou pas, on a eu un commentaire qu'il y a quelqu'un qui a eu un traumatisme crânien, puis maintenant, là, sa maison ressemble à une usine à son, là, il trouve ça très, très difficile. Donc, c'est un exemple là, de... Très concret, en fait, qui vient nous dire, en fait, qui vient nous expliquer effectivement que dans ce contexte-là, oui, on peut devenir justement hypersensible parce que, en fait, dans les zones du cerveau, souvent, quand le traumatisme crânien a atteint une zone du cerveau qui, justement, va exacerber ou va toucher là où l'hypersensibilité, normalement, est exacerbée chez quelqu'un qui l'a naturellement. Mais oui, ça donne un bon exemple. Merci. On a une autre petite question. Je m'excuse, je n'arrête pas de t'interrompre, mais c'est fun, il y a beaucoup de questions. Cindy demande si tu as des trucs pour les routines. Le matin, c'est très difficile. Oui, mais on va y arriver, là. On arrive
justement, aux moyens, on va en parler parce qu'effectivement, quand la ballonne est gonflée le matin et qu'on n'est pas parti de la maison, ça peut être extrêmement compliqué. Entre autres, d'ailleurs, la bulle, comme j'en parlais, d'avoir un lieu à soi, un lieu qui peut nous permettre de nous réfugier, ça peut être un truc super important et intéressant pour, en fait, pas juste les enfants, les adultes aussi. Moi, j'aime bien suggérer là, les petits fonds de garde-robe. Tu sais, des fois, on peut tasser là, des vieilles affaires qu'on met dans le fond d'un garde-robe pour faire comme une petite cachette secrète avec des petites guirlandes de Noël, là, des petites lumières de Noël, ou que l'enfant puisse se sentir comme enveloppé, mais que ça soit son lieu à lui où il peut aller se réfugier, où il peut se retrouver seul, sans stimulation. Ça va souvent aider beaucoup l'enfant à faire en sorte qu'il se donne un gap là, dans sa balloune, justement, pour la dégonfler. Donc, ça, c'est important, pas juste pour les enfants, mais pour les adultes aussi. Puis trop souvent, bien, les adultes, on a tendance à toujours être en interaction. On est souvent sur les électroniques, on écoute de la musique, on est surstimulé. Alors, ne pas oublier que ça peut être très aidant d'avoir notre bulle à nous aussi. La technologie aussi, ce qui veut dire que des fois, justement, le matin, on se dit « Ah, je vais mettre une petite émission, ça va l'aider. » Ça ne l'aide pas. Donc, ça va juste des fois augmenter l'intensité et ça va peut-être faire en sorte que la balloune va éclater. Le besoin de ralentir, ça, on est dans une société complètement folle qui nous amène des fois à être toujours dans une surstimulation. On fait des cours de ci, on fait des cours de ça, hey, on va aller chez ma tante ici, on charge nos horaires d'une manière incroyable. Ralentir, c'est bon pour tout le monde, puis on aura intérêt à le faire, tout le monde. Mais quand on sent que l'enfant ne va pas bien, ou même que nous, on ne va pas bien, ralentissons. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup d'hypersensibles qui m'ont confié que pendant la pandémie, quand ils étaient dans le fond, plus retirés, si je peux dire, ou plus isolés, pour eux, ça faisait tellement du bien parce qu'ils n'étaient pas obligés d'aller dans des rencontres familiales, de faire. Il y avait un prétexte qui venait pas d'eux, mais qui leur donnait l'occasion de ne pas être en interaction ou surstimulés par l'environnement des autres, ou que ce soit des amis ou de la famille. Mais en fait, ça démontre clairement qu'on en a besoin. Puis souvent, on se sent coupable justement de ne pas faire les 10 000 activités qui sont proposées. Le contact avec la nature, ça, assurément, je dirais que c'est quelque chose qui est bon pour tout le monde, mais pour les hypersensibles, le gazon en dessous des pieds, faire un câlin à un arbre, sentir l'odeur d'une forêt, ça va souvent apaiser grandement. On a de plus en plus même de gens qui s'intéressent justement à l'effet de nature sur le corps. Je trouve ça fascinant parce que, en quelque part, on revient juste à la base, mais bon, il y a des chercheurs qui s'y intéressent, qui nous ramènent des données scientifiques, mais en quelque part, on vient toujours bien de la nature. Donc, je trouve ça intéressant que, justement, enfin, on puisse aussi, même à la limite, l'amener dans un contexte plus scientifique. Puis, c'est ça, donc l'importance d'être dans la nature, c'est super important. Là, je vous ai mis je vais passer rapidement. Là, il y a des petits questionnaires qui existent sur différents sites que je pourrais vous envoyer. Hélène Aron, à la base, là, comme je vous disais, elle en a fait un pour les enfants, un pour les adultes, puis un pour questionner aussi les chercheurs de sensations. Je vais vous expliquer tout de suite après qu'est-ce qu'il y en est. Là, je vous ai mis les questions qu'elle pose dans le questionnaire d'enfants. On s'entend que ce n'est pas un diagnostic, ce n'est pas un problème, donc c'est des énoncés. Souvent, les gens vont les lire puis ils vont s'y reconnaître, ils vont reconnaître leur enfant. Donc, c'est juste pour aider à mieux cerner. Mais moi, je dirais à partir du moment, puis c'est ce qu'elle mentionne aussi, qu'on se retrouve dans un ou deux des énoncés puis qu'on se dit hey, « moi, je suis pas sensible », ben c'est parce qu'il y a pas mal de chances qu'on le soit. On n'a pas besoin d'avoir tous les critères, puis on n'a pas besoin de faire un IRM pour voir que dans notre cerveau, ça va rapide. Donc, sursaute rapidement, se plaint des habits qui grattent, des coutures dans les chaussettes, ça revient beaucoup. N'aime pas les surprises, apprend mieux par une correction douce que par une punition. Les hypersensibles
vont au contraire être très mal d'une punition. Ça va souvent augmenter l'intensité et on va s'éloigner finalement de l'objectif. On se rappelle de l'environnement qui peut aider. Bien, ça n'aide pas quand on punit. Il semble lire dans nos pensées, il utilise des mots des fois plus compliqués de son âge, il remarque la moindre odeur inhabituelle, a un sens de l'humour ingénieux, semble très intuitif. Ça revient souvent chez les hypersensibles. Difficulté à s'endormir après une journée exaltante, donc quand il y a beaucoup de stimuli. Les grands changements, il n'aime pas ça. Il veut changer ses vêtements quand ils sont mouillés ou sales. Pose beaucoup de questions, perfectionniste. Remarque la détresse chez les autres, préfère les jeux tranquilles, pose des questions auxquelles les adultes n'ont souvent pas de réponse. Ils sont très sensibles à la douleur. Ça, souvent, ça revient aussi. Ils se cognent un petit peu, puis là, on a l'impression qu'ils se sont arrachés un bras. On arrive sur le fait, puis on fait, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis finalement, il s'est cogné, mais pour lui, ça l'a fait tellement mal. Donc, ça revient beaucoup aussi. Gêné par les endroits brillants, perçoit les choses subtiles, les petits objets subtils, comme je parlais, les petits monstres, ne grimpe pas très haut sans prendre en compte la sécurité. Donc, c'est souvent des gens qui sont vigilants, pas hyper vigilants, mais vigilants, peuvent le devenir là, à force justement d'être pas bien là-dedans. Comme on le mentionnait tout à l'heure, ça peut générer de l'anxiété. Fait une meilleure performance quand aucune personne inconnue n'est présente. Ça aussi, des fois, hein, on force l'enfant à dire « va faire quelque chose », puis finalement, ça peut impacter directement sur son degré de confort et augmenter son stress et son anxiété. Ressent les choses profondément. Donc, ce sont les critères, en fait, les énoncés que Helen Aron met dans le fond, qu'il a identifié depuis 30 ans qui reviennent chez la majorité des hypersensibles enfants. Vous pourrez trouver, comme je vous dis, le questionnaire aussi adulte. Puis de plus en plus, là, on en trouve, il y a l'Observatoire de la sensibilité aussi, je pourrais vous envoyer, qui est en Europe, qui ont fait un questionnaire. Il y a plusieurs, je dirais qu'il y a plusieurs maintenant chercheurs là, qui ont des questionnaires un petit peu différents de celui d'Helen Aron, mais qui restent toujours dans la même dynamique. On parlait tantôt de 70 % de gens qui ne sont pas très hypersensibles, mais qui sont quand même un peu sensibles, qu'on se le dise. Mais dans les 20 à 30 % d'hypersensibles, donc les orchidées et les tulipes, on en a 70 % qui seraient plus timides, qui seraient introvertis, qui seraient vraiment satisfaits des relations sociales qui ne sont pas très développées, mais qui sont très satisfaisantes pour eux. On a un 30 % qui sont extravertis, donc qui aiment être en relation avec les gens, qui cherchent les rencontres sociales. Et dans ces 100 %-là, il y a un 30 % qui est chercheur de sensations. Comme je vous disais tantôt, vous pourrez trouver un questionnaire aussi sur la recherche de sensations. Donc, des gens qui aiment les nouveaux lieux, qui recherchent des nouvelles expériences, qui ont besoin d'être stimulés, qui s'ennuient vite, qui aiment découvrir, qui aiment la nouveauté. Ça, c'est un 30 % de l'ensemble, finalement, des hypersensibles. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler des introvertis, extravertis, chercheurs de sensations? Non? Je veux juste dire, Joanne, qu'il y a des gens qui ont reconnu leurs enfants aux autres pages présentées avant là, les caractéristiques, donc ça parle. Génial! Ben, en fait, c'est ça. L'idée, c'est de dire, ben, ah, je reconnais mon enfant, mais en même temps, de se dire, c'est pas grave, là, puis c'est pas un problème, mais je le reconnais, puis ça me donne des pistes aussi pour lui indiquer des choses, puis dire, tu sais, je viens de comprendre comment tu fonctionnes. Je comprends mieux comment tu fonctionnes. Puis ça, c'est important parce que trop souvent, on veut changer. Puis moi, ce que j'aimais moins de l'approche justement du trouble de modulation sensorielle, c'est qu'on cherche beaucoup à désensibiliser, alors que c'est pas ça, dans le fond, à la base qu'on veut. On veut souvent aider l'enfant à être bien dans son contexte. Et pour qu'il soit bien, on veut l'aider à accepter dans un premier temps qui il est, puis à faire avec ses sensations, parce qu'il va les avoir toute sa vie. Comme moi, j'ai les yeux bruns, je vais les avoir bruns toute ma vie. Être hypersensible, c'est la même chose. On ne devient plus hypersensible. On est hypersensible toute notre vie,
Puis ça fait partie, même si moi je voulais des yeux bleus, ben je les aurais jamais bleus à part de mettre des verres de contact, mais ça ne sera même pas quelque chose de permanent. Donc, c'est la même chose avec l'hypersensibilité. Donc, ce que je veux aussi, puis j'en ai parlé tantôt, mais ce que je veux aussi vous mentionner, c'est que les connexions neuronales, justement, avec les IRM, on a remarqué que les connexions neuronales dans le cerveau d'un hypersensible étaient vraiment réactives et très développées. Ce qui veut dire que c'est justement pas juste une approche psychologique, on est vraiment aussi dans une approche physiologique. Donc, ça aussi, il faut le comprendre, mais surtout se dire, OK, c'est pas dans ma tête. Ben, oui, c'est dans ma tête, mais ça se passe réellement dans tout mon corps et ce n'est pas un concept qui a été inventé. Parce qu'il y a des chercheurs, à la base, quand ils se sont intéressés, pensaient qu'il y avait un peu de... Ben, on a créé un peu ça au travers, finalement, les différentes théories dans les dernières années, mais finalement, on s'est rendu compte que c'était plus que ça. Puis comme vous le voyez, bon, un terme mal utilisé et peu compris, c'est pas un trouble, donc c'est pas une maladie, on peut pas le traiter, il n'existe pas de traitement, mais on peut trouver des adaptations et c'est là-dedans qu'on s'en va. Donc, dans un cerveau d'hypersensible, comme il y a plus de connexions neuronales, il y a plus d'informations. Il y a plus d'informations, il y a plus de choses qui se passent et il y a une balloune souvent plus gonflée. Alors ici, on voit ce qui peut être engendré finalement différentes surstimulations. Et là, moi, je vous dis, quand un hypersensible vous dit « ça me pique, ça sent pas bon, je me sens pas bien », il faut le croire. Puis souvent, c'est ça qui est dur parce que quand nous, on n'est pas hypersensible, on fait « ben voyons donc, ton chandail, il pique pas ». Mais si lui, il trouve qu'il pique, changer de chandail parce que de toute façon, ça ne servira à rien qu'il le garde. Il va juste avoir une charge plus grande puis il va être toujours sur le bord d'éclater. Ce qui veut dire que probablement que la journée va passer, il va s'être contrôlé le plus qu'il pouvait, puis quand il va revenir à la maison, ben la crise va s'ensuivre. Ce qu'il faut retenir aussi chez les hypersensibles, c'est le plus. Plus, plus, plus. Il y a toujours plus. Donc, la charge, ça amène du plus. Ce qui veut dire que plus de bruit, plus d'odeur, plus de ça me gratte, plus de quelque chose qui ne va pas, je ne suis pas confortable, mais ça fait partie de la vie des hypersensibles. Puis, moins on va avoir de charge dans les différentes sphères qu'on a vues tantôt, plus ça va être confortable, plus il va avoir le goût d'explorer aussi des nouvelles choses. Parce que c'est ça aussi, des fois, c'est que on cherche à vouloir faire plein de choses, fait qu'il y a trop de nouveautés, plein de stimulations, plein de tout. Puis c'est souvent là que finalement, on se dit, ben là, on n'ira plus là, on ne va plus faire ça, on va plus. Il ne faut surtout pas faire ça, il ne faut pas s'empêcher de vivre, mais il faut y aller à petite dose dans les stimulations. On parle du filtre. Ça aussi, c'est quelque chose d'important chez les hypersensibles. Les informations arrivent en masse. Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de sensations, d'émotions, de sentiments, des intuitions. Puis là, ben pouf, ça éclate. Alors, on parlait tantôt aussi de l'hypersensibilité et les traumas. Les gens qui sont hypersensibles à la base, puis qui ont vécu des traumas dans leur enfance ou qui ont vécu de l'adversité, peuvent être encore plus aptes finalement à développer des problématiques plus tard. C'est pas d'emblée tout le monde, mais ça peut être une prédisposition. C'est un facteur, je dirais, de risque, si je peux appeler ça comme ça. Mais en même temps, c'est pas une finalité en soi. C'est important de le savoir parce que des fois, ben, ça peut permettre aussi de mieux comprendre nos contextes, surtout nous adultes. Chez les enfants, souvent, bon, les traumas, il peut y en avoir, mais ils ne sont pas nécessairement de grande envergure. Ça va toujours? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour aider tout ce monde-là? On y arrive. L'important, et je dirais le plus difficile, c'est l'environnement. L'environnement va aider énormément. Puis, ce qui est difficile chez les hypersensibles, c'est que, entre autres, chez les hypersensibles qui ont une famille en garde partagée,
qui ont des gens qui voient chez un, des gens qui voient chez l'autre. Ça leur fait des contextes de vie qui ne sont pas toujours faciles. Ça, c'est difficile pour des hypersensibles. Fait que de l'avoir en tête, de se dire comment on peut faire pour que ça puisse être harmonieux, mais surtout confortable. Donc, être de plus en plus à l'écoute, finalement, du besoin. Puis le besoin ne va pas être nommé clairement. Souvent, chez les enfants, ça va se traduire par des comportements. Donc, ça aussi, d'être capable de s'arrêter, lire le comportement, on le fait rarement. On est souvent réactif au comportement parce que nous-mêmes, on vit une émotion. Puis l'émotion qu'on vit, ben, est tout à fait légitime, comme celle de notre enfant. Fait que si notre enfant n'est pas en danger, si nous, on n'est pas en danger ou il n'y a pas personne dans la maison qui est en danger dans le contexte, vaut mieux se retirer, prendre 2-3 respirations, limite fermer vos yeux. Imaginez-vous sur une plage de sable blanc tout seul, sans enfant, à la limite avec un petit drink à la main pour vous imaginer dans un bain de détente et de bonheur. Ça va vous permettre de descendre l'intensité parce que le fait que vous redescendiez votre intensité va vous aider, vous, assurément, mais aussi votre enfant. Puis ça, on ne le fait pas assez. Moi aussi, je suis une mère, puis je suis une maman quand je suis chez nous, je ne suis pas une psychoéducatrice, puis j'ai beau le savoir, quand je suis pris dans mon émotion, ça fait la même chose que tous les parents du monde. Je peux devenir aussi réactive que n'importe qui. Mais de prendre cette distance-là, juste prendre une respiration, un pas de recul, puis faites-le pour vrai, là. Reculer, prenez une respiration consciente, ça va déjà beaucoup aider. Et d'ailleurs, en ce sens-là, souvent, si on y arrive, puis c'est là que c'est tough, mais de prendre des respirations conscientes et très fort, plus on va respirer fort à côté de l'enfant et de manière régulière et consciente. Vous pouvez même fermer vos yeux. Vous allez connecter ces neurones miroirs aux vôtres et il va avoir un effet d'apaisement. Les neurones miroirs ne se connectent pas nécessairement juste dans les cas de stress ou de difficulté, ils se connectent aussi quand ça va bien. Et d'ailleurs, très souvent, quand ça va bien, hein, puis qu'on arrive à la maison, puis qu'on est de bonne humeur, puis qu'on se sent léger, on a l'impression que tout va bien. Bien, c'est pour ça, c'est parce qu'on se connecte tout le monde, puis qu'on amène quelque chose de plus léger. Mais à l'inverse aussi, quand ça ne va pas, puis quand je disais tantôt tout déboule, ben ça aussi, ça fait en sorte que on ne s'en va pas nécessairement là où on veut. C'est plate, mais c'est de même que ça fonctionne chez les humains. Puis en même temps, c'est quand même fascinant. Il faut juste se dire que ça se peut que des fois, de s'occuper de notre propre stress, ça va être aidant aussi pour le stress de l'enfant, d'autant plus l'enfant hypersensible. Créer une relation significative, bien ça, c'est difficile des fois parce que justement, dans les gardes partagées, entre autres, ce n'est pas toujours le cas. Des fois, des familles nucléaires, mais en même temps, pour plein de raisons, il y a un des deux parents qui est plus présent que l'autre, mais que l'autre parent fait moins d'activité ou est moins présent, bien, ça va impacter directement aussi quand on va arriver pour sécuriser l'enfant, l'amener à faire quelque chose, de s'habiller, mettons, pour partir le matin. Ça va aussi être quelque chose d'important. C'est sûr que sur le coup, ça, c'est pas quelque chose qu'on peut, c'est quelque chose qu'on va travailler à long terme. C'est pas quelque chose qui se passe en une matinée, mais c'est important de l'avoir en tête. Être un point de repère, créer un milieu de vie sécurisant. Puis ça aussi, quand il y a du bruit, il y a de l'interaction, il y a du monde qui crie, parce que ça arrive, puis que là, tout le monde s'en va dans tous les sens. Fermez la télé, mettez de la petite musique douce, arrangez-vous pour que les matins soient doux. Ça va aider grandement. Première chose. Ensuite, le câlin. Là, c'est quelque chose, ça a l'air vraiment banal, mais 7 secondes de câlin pour sécréter de l'ocytocine chez tous les humains. Fait que là, en plus, nos neurones se connectent, mais en plus de ça, on sécrète une hormone qui nous amène à être mieux. On se colle, on respire, on compte 7 secondes qui nous paraissent interminables. Ça va aider, ça va apaiser, ça va réguler. Puis on ne le fait pas. On a tendance à dire « va dans ta chambre, va-t'en plus loin » ou de s'éloigner. On crée plus de détresse. Pour tous les enfants, pour tous les humains, mais particulièrement chez les hypersensibles, le câlin va aider grandement. Des fois, l'enfant ne veut pas se faire toucher, par exemple, quand ça ne va pas.
On peut rester à proximité, on peut lui toucher la main, mais idéalement, là, surtout avec les un petit peu plus vieux, c'est de leur expliquer que, tu sais, des fois, là, ça peut arriver que ça ne va pas, puis que je vois que tu ne vas pas bien, je vais te faire un câlin. Es-tu d'accord? Oui, parfait. Si on avise avant que la situation problématique se passe, on risque d'avoir accès à notre enfant et la possibilité de calmer l'intensité. Une émotion, c'est une vague. Une vague, ça ne reste pas statique. Ça redescend tout le temps. Donc, ce qui fait que l'émotion, elle va redescendre. Mais souvent, on a tendance à dire puis à faire des choses quand on est dans le pic de la vague. Ce qui veut dire que souvent, ça ne sert à rien. Ça rend la vague encore plus grande, voire même complètement catastrophique, voire même un tsunami. Donc, ça, le câlin magique, c'est vraiment important. Notre disponibilité, c'est ce que je disais tantôt. Est-ce que j'ai les moyens de t'écouter? Est-ce que j'ai les moyens de m'exprimer? Est-ce que j'ai les moyens de m'écouter? Et est-ce que j'ai les moyens de demander du soutien? Et finalement, ça ne marche pas. Si moi, je ne suis pas disponible comme parent, mon enfant aussi, il va le ressentir. Puis en fait, on va s'éloigner de notre objectif de régler la situation. Fait que ça revient à ce qu'on se disait tantôt, l'importance de prendre soin de notre propre émotion avant même de s'occuper de celle de notre enfant. Surtout, en fait, s'il est en danger et qu'il est grimpé sur quelque chose, puis que là, c'est dangereux, c'est autre chose. Mais si sa vie n'est pas en danger, je vous dirais, prenez le temps de prendre du recul, ça va être aidant pour tout le monde. J'aime bien l'histoire, les batteries là, qui sont de charger à finalement complètement décharger. Bien, les surstimulations dans une semaine, en fait, dans une journée, dans une semaine, dans un mois, font en sorte que la batterie, elle devient de moins en moins chargée. C'est pour ça qu'il faut prendre des moments pour se retrouver dans notre bulle, pour des moments de calme, des moments où on n'a pas de stimulation ou peu de stimulation. Puis ça va faire en sorte que ça va permettre de pouvoir avoir du plaisir ensemble. Puis en fait, je vous dirais que là, l'important souvent, c'est d'être plus observateur, tu sais, dans les prochains jours de qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se produit dans les interactions. Puis souvent, ça va vous donner aussi des pistes intéressantes. La bulle magique, comme je vous parlais tantôt, d'avoir un endroit où même des fois, même si on n'a pas un endroit, d'expliquer à notre enfant qu'il peut se mettre dans une bulle magique, même s'il est avec des gens, de fermer les yeux, de s'imaginer qu'on a une bulle autour de nous. Ça peut nous faire du bien à nous, on peut le faire, mais on peut le dire aussi à notre enfant qu'il peut le faire parce que ça va l'aider aussi s'il est à l'école. C'est sûr qu'avec les plus petits, c'est un peu plus compliqué parce que dans leur imaginaire, souvent, ils vont partir dans la bulle magique, puis ils vont se retrouver dans la forêt magique, puis finalement, on n'a peut-être pas l'effet qu'on cherche, mais assurément, de parler d'une bulle magique. Puis en fait, c'est plus qu'on veut dire que c'est important de se protéger justement de ce qu'il y a dans la relation avec les autres. Chez les hypersensibles, c'est hyper important. Se trouver un coin, une bulle, un lieu, un vide-tête, ça fonctionne super bien avec les plus vieux. Moi, je leur dessine, mettons, une tête, puis là, je leur dis, bien là, le soir ou quand ça va pas, tu vas dessiner tout ce qu'il y a dans ta tête. Puis souvent, les enfants vont me dire, ben je sais pas. Ben, c'est parce qu'il y a plein de choses, puis c'est comme tout mélangé. Prends des couleurs que tu veux, puis dessine tout ce qu'il y a dans ta tête. Fait que souvent, ils vont barbouiller, ils vont déchirer, ils vont le détruire. Ça va être aidant aussi pour vider justement tout ce qui se passe. On peut faire le vide-cœur aussi. Des fois, on a vécu plein de choses dans notre journée, puis que ça a été difficile. Bien, on peut faire le vide-cœur, dessiner, puis avec les tout-petits, comme je dis, ça n'a pas besoin de ressembler à rien. Ça peut être juste du barbouillage, mais ça peut faire du bien. Puis c'est un automatisme qu'on peut, en fait, c'est un principe qu'on peut amener qui va devenir un automatisme quand l'enfant vit des choses qui sont plus difficiles. Un ballon gonflé est beau tant qu'il n'est pas éclaté. Donc, c'est sûr qu'on cherche à ce que le ballon soit beau et non pas éclaté parce que sinon, ben, ça devient difficile. Puis plus c'est difficile aussi de retrouver le calme puis de retrouver un contexte qui est aidant et aimant. Puis ça, ben, je pense que plus on en est conscient, plus ça va permettre aussi de pouvoir se dire, ben, comment on fait? Qu'est-ce qu'on trouve comme solution pour aider notre enfant? Parce que c'est différent pour chaque enfant. Puis
chaque enfant n'a pas la même formule. C'est ça qui est difficile aussi, c'est que j'aime pas donner des formules toutes faites parce que c'est pas vrai que tout le monde a besoin de la même formule. Donc, trouver l'environnement dans lequel notre enfant va être bien, c'est ça qui devient important. Puis ce qui est dur, comme parent, c'est que des fois, ça remet aussi en cause certaines choses, certains choix qu'on a fait ou qu'on fait. Ça, ben, c'est important, pareil, à prendre. En fait, c'est important d'en prendre conscience parce que c'est de se dire, ben, je choisis de faire, mettons, de travailler de nuit. Je dis un peu n'importe quoi, là, mais je prends ça comme exemple. Ben, le fait de travailler de nuit peut impacter directement la routine de soir ou peu importe, mais c'est un choix que j'ai fait. Puis des fois, ben, les gens me disent non, non, mais je n'ai pas le choix. C'est sûr que si tu veux continuer à travailler à telle place, dans un tel contexte, c'est sûr qu'il n'y a pas d'autre choix peut-être. Mais en même temps, on a toujours le choix de voir qu'est-ce qui nous fait du sens pour nous, puis qui va impacter aussi nos enfants. Je ne dis pas de tout lâcher, mais je vous dis juste que ça peut faire partie de la réflexion. Ce qui est aidant aussi, pour revenir à des moyens, c'est la liste de ce qui dérange puis la liste de ce qui l'apaise. Donc, d'avoir les choses, mettons, au niveau auditif. Par exemple, s'il y a des bruits stridents qui l'énervent tout le temps, bien, on ne fera pas exprès pour mettre de la musique heavy metal en arrivant du travail le soir, puis se dire, bien, moi, j'aime ça du heavy metal. Oui, bien, peut-être que le heavy metal, vous pouvez l'écouter dans votre auto en vous en venant, en allant à la garderie chercher l'enfant. Ça va permettre peut-être de vous satisfaire un besoin, mais en même temps de se dire, peut-être que mon enfant a besoin de calme parce que lui, au niveau auditif, trouve ça trop difficile. De voir toutes les sphères de la vie, de dire, au niveau même des vêtements, des fois, on se dit, là, il est donc bien capricieux, il ne veut pas mettre le vêtement, ou il est donc bien capricieux, il ne veut pas manger telle affaire, là, là, moi, je ne sers absolument rien d'autre. Souvent, là, des crises vont être générées parce qu'il peut y avoir des aliments qui sont vraiment des aliments qui ne sont pas tolérés dans la bouche de l'enfant. Souvent, on va voir chez les hypersensibles le fromage qui est coulant là, sur la lasagne ou ça. Souvent, ils ne vont pas aimer ces sensations-là. Ça va même les amener à avoir mal au cœur. C'est réel, c'est pas un caprice. C'est ça qui est dur des fois parce qu'on se dit est où la limite entre un caprice et la réalité? Bien, tout va dans j'observe mon enfant, je regarde qu'est-ce qui le dérange, je regarde qu'est-ce qui l'apaise. Si ça revient tout le temps, la lasagne, bien, peut-être que ça serait une bonne idée de faire du spaghetti une fois de temps en temps pour lui permettre d'avoir des répits de lasagne ou de ne pas avoir de fromage coulant, par exemple, sur justement la lasagne. Mais de dire que l'enfant a des caprices, souvent, chez les hypersensibles, il y a peu de caprices. C'est souvent parce qu'il y a des inconforts qui sont physiques et qui font en sorte qu'il n'est pas bien. Ça m'amène à dire aussi toute l'importance de mettre un cadre. Pas parce qu'il y a des caractéristiques ou il y a une sensibilité dans son corps qu'il faut le laisser tout faire. Au contraire, il a besoin d'être rassuré, il a besoin d'être guidé, puis il a surtout besoin de repères. Les repères vont être super, super sécurisants pour lui. Un repère, ça ne veut pas dire d'être toujours dans une discipline qui est négative et qui est réprimante, qui va faire en sorte que l'enfant va être contraint. Une discipline qui est aimante, qui est bienveillante. Hein? On en utilise beaucoup ce mot bienveillant, mais être bienveillant, là, c'est pas si facile que ça. Mais pour les hypersensibles, ça va vraiment être très, très, très aidant. Oui, on a une question de André. Excusez, voyons, j'ai la misère avec ma voix. André, vous pouvez y aller. Je l'ai écrit. Ah, parfait, oui, je vais la lire, c'est bon. Donc, André mentionne qu'il a remarqué, après être surstimulé, soit un rendez-vous médical, le parcours dans le transport, un enfant en crise en public, il n'arrive pas à être lui-même. Donc, il se demande comment faire pour redevenir lui-même rapidement. Des trucs pour se calmer rapidement. En fait,
quand on vit, puis ça, c'est plus pour nous les adultes, là, ou les enfants un petit peu plus vieux, quand on vit justement une surstimulation qui nous amène souvent qui peut nous amener à vivre de l'anxiété, un truc qui fonctionne vraiment super bien, qui va vraiment drastiquement diminuer l'intensité, c'est de faire un décompte. Prendre un chiffre au hasard. Donc, on peut dire, bon, on prend 80, puis là, on fait un décompte. Ça va nous amener à réduire considérablement l'intensité dans laquelle on est parce que quand on est stressé, quand on est anxieux ou même qu'on soit surexcité ou qu'on soit en colère ou peu importe l'émotion, ça se vit ici. En fait, c'est dans notre cerveau à l'arrière. Ça s'appelle l'amygdale. Ça s'écrit pareil comme nos amygdales dans notre gorge. J'ai une petite anecdote par rapport à ça. J'ai un jeune la semaine passée qui vient dans mon bureau puis j'explique que son amygdale, fonctionne, c'est ses émotions, tout ça. Puis là, il lève la main littéralement, il est avec sa maman. Puis il dit, mais moi, j'en ai plus d'amygdale. Qu'est-ce que ça fait donc? Puis là, il était comme inquiet parce qu'il n'y avait plus d'amygdale, mais lui, il parlait de ses amygdales dans sa gorge. Fait que là, ça m'a fait vraiment rire parce qu'il était vraiment terrorisé du fait que si tu me parles de mon amygdale et j'en ai pas, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il va m'arriver quelque chose de grave? Puis en fait, c'est que dans notre cerveau, notre amygdale, c'est là où c'est le centre de nos émotions. Donc, c'est géré dans notre amygdale. Et l'amygdale ne fonctionne jamais en même temps que notre cerveau préfrontal, là où on réfléchit. Donc, quand on fait un décompte, on vient ici dans notre cerveau préfrontal, se concentrer sur les chiffres et on n'a pas le choix d'être dans un contexte rationnel. Ce qui veut dire qu'on va calmer notre amygdale et qui va faire en sorte qu'on va souvent diminuer l'intensité dans laquelle on est et qui va faire en sorte que ça va faciliter le quotidien. Dans un contexte comme André expliquait, ça peut s'appliquer, mais dans n'importe quel contexte aussi où un enfant est capable de faire un décompte, même nous, l'important, c'est de ne pas prendre jamais le même chiffre parce que sinon, ça devient un automatisme comme le décompte de 10, 9, 8. Tout le monde connaît ça, c'est un automatisme. Ça n'aura pas la portée qu'on cherche pour diminuer l'intensité. Donc, ça peut être extrêmement intéressant de l'utiliser. Encore une fois, comme tous les trucs qu'on peut donner, si on ne le fait pas, ça ne fonctionnera pas. Il faut se souvenir qu'on peut avoir ce truc-là pour nous aider. Il y a José qui a levé la main. Oui. C'est juste en réaction, là, tout d'un coup, que ça peut aider, mais moi, j'ai comme entendu une fois, je pense que c'est une psychologue qui parlait d'un singe. C'est comme quelque chose qui t'appartient. C'est comme un animal que tu portes, ton singe. C'est quelque chose sur quoi tu as du pouvoir, puis tu peux comme changer certaines choses en faisant certains choix. Puis moi, j'ai retenu la phrase, c'est pas mon singe. Fait qu'André, quand cette situation arrive, parce que ça m'arrive tous les jours d'être hyper stimulée par quelque chose et mon Dieu, j'ai envie de réagir sur tout. Là. Je pense qu'il y a quelqu'un, peut-être 2 personnes ici dans la salle aujourd'hui qui me connaissent, qui pourraient dire, oui, mon Dieu, Josie, c'est très intense. Puis des fois, je ne suis pas capable de me le dire moi-même si ce n'est pas mon singe. Puis là, ça dérange toute l'activité que je suis en train de faire avec d'autres personnes. Puis quand mon conjoint est là, il me dit, c'est pas ton singe. On dirait que quand je me dis ça, ça ne m'appartient plus. Puis moi, je n'ai pas de pouvoir sur l'action. Puis on dirait que le 1, 2, 3 que tu nommes, ça me fait un peu penser à ça. C'est sûr que je peux toujours me tourner aussi puis fuir la situation, là. Mais dans le cas où est-ce que je suis obligée de rester là puis que je suis exposée malencontreusement aux stimuli, bien ça fonctionne. Bien ça, c'est pour moi, là. Ça ne veut pas dire que ça marche à quelqu'un d'autre. Bien, en fait, c'est une bonne stratégie, puis c'est une stratégie qui est quand même rationnelle aussi, de dire « Oh, attends un peu, là, moi, je suis envahie par ça, puis ça ne m'appartient pas. » Au même titre, quand je disais tout à l'heure, du fait que, tu sais, des fois, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, puis des fois, on n'est pas capable d'identifier clairement qu'est-ce qu'il y en est. Puis si on n'est pas capable d'identifier clairement, c'est parce qu'effectivement, ce n'est pas notre singe. Puis dans ce temps-là, bien, ça peut justement permettre de dire, bien là, je remets ma bulle, puis ça ne m'appartient pas. Mais c'est effectivement une bonne stratégie. Ça va, André? Est-ce que ça répond? Oui, merci. Bienvenue. Surveiller le niveau d'excitation. Ça aussi, c'est super important parce que si l'enfant est surexcité, parce qu'il est surbrûlé, s'il y a eu une journée épouvantable, ce n'est pas le temps de commencer à dire « Écoute, là, on va faire ci, on va faire ça. » Puis des fois, on est pris dans des tâches. On se dit hey, « Là, il faut que nos enfants ils prennent leur bain. » Puis là, mais
faut se dire que le bain, c'est encore de l'eau. Des fois, les enfants n'aiment pas ça, l'eau dans le visage, parce que c'est encore là quelque chose qui devient très intense. Il faut se dire que les stimulations dans une journée, il y en a beaucoup. Fait que des fois, le soir, là, si on voit que l'enfant n'est plus disponible et qu'il y a eu trop de stimulation, éviter de faire les choses qui ne sont pas nécessaires. Si il ne prend pas son bain une journée, c'est pas grave. Puis il faut se dire qu'apprendre à lâcher prise aussi, ça va être très aidant pour pouvoir favoriser justement un peu plus de quiétude chez nos cocos et nous-mêmes si on est hypersensibles. Éviter de punir. Souvent aussi, de punir, c'est qu'on n'arrivera pas à nos fins, on n'arrivera pas à ce que l'enfant comprenne mieux. Au contraire, puis comme on voyait dans le questionnaire tantôt de Helen Aron, qui disait que les corrections douces, c'est traduit de l'anglais, hein, on voit que la correction douce, mais c'est plus une approche bienveillante ici au Québec. C'est dire, ça va avoir un meilleur impact chez l'enfant que de punir, de donner des conséquences qui ne sont pas logiques, de dire là, tu vas être coupé de ci, de ça. On s'éloigne de notre objectif, puis souvent, ben, on va augmenter les charges sensorielles, en fait, souvent très émotives, puis en bout de ligne, on ne réglera pas la situation. Joanne, on a un commentaire de Cindy qui Oui. dit punir, je mets des conséquences comme couper l'écran. Donc, je ne sais pas, Cindy, si tu peux préciser qu'est-ce que tu aimerais avoir comme information. En fait, j'imagine que tu veux parler de couper les écrans, c'est la manière de punir présentement qui va faire que... En fait, il faut se dire que la punition, c'est soulageant pour le parent. En fait, ça va donner du pouvoir aux parents, ça va faire en sorte que le parent va sentir qu'il a fait quelque chose pour la situation, puis là, c'est assez, il a mis une limite. Mais ça ne fera pas que l'enfant va avoir de meilleurs, par exemple, de meilleurs comportements plus tard ou va réfléchir davantage la prochaine fois. C'est pas ça qui va amener l'enfant à être de ne pas refaire le comportement. Ça va être beaucoup plus dans l'accompagnement, dans l'explication, dans le dire, ben non, de limiter, mais de couper littéralement puis de dire, ben pendant 4 jours, mettons, tu n'as pas d'écran. Bien, ça n'aura pas l'effet qu'on cherche, en fait, c'est que ça risque de créer d'autres problèmes. Mais de dire effectivement, peut-être qu'on va limiter le temps maintenant différemment, puis quand on va limiter le temps, bien après ça, c'est terminé, puis on va couper le Wi-Fi ou on va couper peu importe. On va l'utiliser plus dans cet aspect-là que dans l'aspect répressif de dire je te coupe pendant X nombre de temps. Comme je dis, on peut le faire, mais ça soulage le parent, ça n'aide pas l'enfant à mieux comprendre ou à ne pas reproduire la situation. Je ne sais pas si est-ce que ça répond? Oui, c'est écrit OK, merci. Donc, j'imagine que ça répond bien à la question. Parfait. Laisser les enfants s'intégrer tranquillement. Des fois, on veut que nos enfants soient rapidement, qu'on les amène rapidement à faire quelque chose, puis des fois, ça ne correspond pas toujours à notre degré d'intégration. C'est super important de laisser faire, d'être bien d'y aller tranquillement. Puis c'est ça qui est dur aussi, c'est que notre enfant n'est pas nous. Ça c'est dur comme parent parce qu'on veut l'aider à être qui il est et non pas ce qu'on souhaite qu'il soit. Ça, il faut s'en souvenir parce que des fois, on a tendance à faire des choses qu'on connaît, qui sont nous, puis qui viennent de notre éducation. Mais c'est super important de l'aider à être qui il est. Pour aider tout le monde, ben en fait, c'est d'expliquer aussi qu'est-ce qu'il y en a. Donc, il y a des livres d'histoire, il y en a de très beaux qui sortent pour expliquer c'est quoi l'hypersensibilité. Écouter ce que les enfants ont à dire, comme je disais tantôt, être plus dans l'observation, l'écoute, de détecter aussi quel est le besoin derrière les comportements ou derrière la réaction de l'enfant ou derrière même notre réaction. Apprendre aux enfants à mettre leurs limites par rapport à l'empathie. Quand José tantôt disait par rapport justement quand il y a des gens autour, dire c'est pas mon singe, bien c'est ça, hein? Des fois on est très empathique puis on a tendance à prendre qu'est-ce qui se passe autour de nous sur nous. C'est important de mettre nos limites puis en apprenant nos enfants aussi à le faire, bien c'est qu'on va les aider pour toute la vie. Éviter le trop plein de surstimulation. Puis mettre en valeur les capacités de l'enfant, parce que tous les enfants ont des capacités, puis bien des fois, c'est qu'ils deviennent justement
Ils deviennent ce qu'ils font, dans le sens qu'on fait, ben toi, tu fais toujours des crises, ou toi, tu n'es jamais de bonne humeur le matin, ou toi, tu fais toujours ça. Puis, en fait, c'est que là, on est en train de se coller des étiquettes qui font qu'il va se définir par ça. Ce qu'on veut pas. Je ne pense pas qu'il y ait un parent ici qui a envie, ou une personne ici qui a envie que leur enfant se définisse par des étiquettes qu'on lui a données. Je trouve ça important de se rappeler aussi que beaucoup de sensibilité, c'est pas trop de sensibilité. Puis on a le droit d'être qui on est. On a le droit de savoir que c'est pas anormal d'être qui on est. On peut être en réaction. Puis je dirais que dernièrement, en fait, dans les 20 dernières années, on a eu une explosion de technologie, une explosion de connexion à la vie via, justement, ça nous permet, pareil, de pouvoir être en lien ce soir, mais toute cette connexion-là amène une surcharge chez les hypersensibles. Puis en même temps, il y a comme un effet pervers parce que les hypersensibles aiment beaucoup être avec les écrans parce qu'il y a des belles affaires, des beaux bonhommes pour les enfants, entre autres. Il y a des jeux vidéo incroyables qui sont vraiment bien faits, mais en même temps, qui les amènent à être surstimulés, en fait, stimulés et surstimulés. Et pour nous aussi, adultes, c'est la même chose. Donc, d'en prendre conscience puis d'aider l'enfant aussi à mettre ses limites puis à dire, des fois aussi, là, on reproche à nos enfants d'être beaucoup sur les écrans. Bien, il faut se regarder aussi parce que nous aussi, on l'est beaucoup. On est souvent connectés par nos téléphones. Oui, mais là, finalement, je regarde juste mes courriels de travail. Bien, on peut-tu prendre des breaks aussi de surstimulation? Puis ça peut être extrêmement aidant pour les enfants, mais aussi pour nous. Fait que d'apprendre à reconnaître quels sont nos besoins, si on est hypersensible, ou quels sont les besoins de nos enfants. Puis ça, en fait, ça s'adresse à n'importe qui, mais d'autant plus les hypersensibles, c'est vraiment super important. J'aime bien une phrase que j'ai dans mon courriel, puis que je ne suis pas capable de m'en défaire. C'est: les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais n'oublieront jamais ce que vous avez fait ressentir. Puis instinctivement, cette phrase-là, ça doit faire je ne sais plus combien d'années que je l'ai dans mon courriel. Je ne suis pas capable d'en défaire parce que c'est vraiment ça. Ce qu'on dit, ce qu'on fait, c'est une chose, mais ce qu'on ressent, puis des fois, ça ne connecte pas tout ça. Puis les hypersensibles, eux autres, c'est leur ressenti qui va être prioritaire sur les paroles ou sur ce qu'on va avoir fait. Donc ça, il ne faut pas l'oublier parce que l'impact est majeur. Puis il peut influencer toute leur vie. En fait, toute la vie de l'hypersensible, mais toute la vie de l'autre personne aussi à qui on a fait ressentir quelque chose. Fait que juste de l'avoir en tête, puis juste de se dire ben, que finalement, peu importe ce qu'on fait, si on se trompe, si on crie, si on n'est pas de bonne humeur, c'est normal. Mais c'est de retourner aussi voir notre enfant et lui dire écoute, vraiment, je suis désolée, là, j'ai vraiment crié, je me sentais pas bien, j'étais pas en forme, je me sentais, puis si je suis pas sensible, je peux y nommer aussi que moi, j'ai vécu plein de choses dans ma journée, c'était difficile, mais que là, je m'en excuse grandement. De s'excuser auprès de nos enfants, de repartir de là, puis de permettre un autre palier le lendemain, de permettre une nouvelle journée le lendemain, ça va faire toute la différence chez les hypersensibles. À l'inverse, ben, en fait, chez tous les enfants, mais d'autant plus chez les hypersensibles, à l'inverse, si je ne m'excuse pas, que j'ai fait quelque chose, puis que finalement mon enfant est rempli de cette émotion-là, il va rester avec cette émotion-là. J'en reçois constamment dans mon bureau des enfants qui sont remplis d'émotions, qui n'ont pas vécu leur émotion parce qu'ils n'étaient pas capables de se livrer dans le contexte. C'est lourd pour eux. En fait, je dirais que c'est intense, mais que ça ne va pas les aider pour la suite de la vie. Puis je pense que, comme je disais tantôt, il n'y a pas un parent ici ou il n'y a pas une personne ici qui ne veut pas que les enfants soient bien et qu'ils deviennent eux-mêmes. On veut juste que ce soit des personnes. En fait, on veut que ce soit des personnes qui soient adaptées, qui puissent être fiers d'eux, puis dans le quotidien, être capables de fonctionner. Mais ça, de l'avoir en tête, parce que des fois, on s'y perd dans nos espèces de logistiques du quotidien qui deviennent souvent très lourdes. Alors, voilà. Là, j'ai écrit donc ces petits héros à découvrir qui ils sont, mais en même temps, on peut être le petit héros qui est là aussi, puis ça peut faire en sorte que,
En fait, on a le droit d'être nous-mêmes. Puis je pense qu'on est rendu à un moment dans l'histoire de la vie, dans l'histoire de la société où on a le droit, justement, chacun d'avoir notre couleur. Puis Dieu sait que c'est important d'être authentique et d'être vrai. Donc, permettons ça. Puis en même temps, je pense qu'on va collaborer à un monde meilleur pour la suite. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent en tête? Est-ce qu'il y a des commentaires? On a Cindy. Bonjour. Allô? Moi, je me demandais par rapport, si, admettons, c'est temps d'aller se coucher ou d'aller faire quelque chose, puis j'ai quelqu'un qui vient cogner à la porte, tu sais, ça fait-tu partie de l'hypersensibilité ou non? C'est que dans le fond, il n'est pas capable de. Je dis, va te brosser les dents, va faire tes choses, il reste là simplement. C'est simplement un enfant ou c'est vraiment un. Ben, en fait, c'est sûr que ça peut faire partie de l'hypersensibilité, dans le sens où, tu sais, là, il se demande c'est qui, qu'est-ce qui va se passer, tu sais, il va traiter, ça peut faire partie du traitement de l'information qui se passe dans son environnement. Puis même si on lui dit va te coucher, ben, il va revenir pour voir parce qu'il va être sûr que ce soit correct, puis que là, maman n'est pas dans un contexte où ça pourrait, je sais pas quel âge est là votre enfant, là. Il y a 9 ans, puis c'est même au téléphone, aussitôt que il n'y a pas mon attention, ça va être. Il n'est pas capable d'aller par lui-même faire ces choses. Bien, à ce moment-là, on ne parle pas nécessairement d'hypersensibilité. Il peut y avoir des possibilités, mais il y a autre chose aussi dans le sens que la capacité à se retrouver seul avec lui-même, la capacité à croire qu'il est capable de s'occuper par lui-même, ça, c'est important à développer. Puis souvent, les enfants nous disent ah, moi, je trouve ça vraiment plate, j'ai rien à faire. Bien, fais rien, c'est parfait. Ça, souvent, ça va les fâcher, mais en même temps, ils ont appris depuis qu'ils sont tout petits, là, dans les dernières années, on a beaucoup justement du fait qu'on les a tellement encadrés dans des activités qu'ils n'ont plus de l'attitude pour créer des choses. Donc, les ramener à s'ennuyer, les ramener à prendre le temps. Non, là, je peux mettre une minuterie puis dire, bien, pendant 30 minutes, là, ou on peut commencer par moins que ça, mais à ce moment-là, lui permettre de dire, ben, je ne veux pas te voir pendant 15 minutes, tu vas t'occuper. Ça se peut qu'il soit sur son lit et qu'il ne fasse rien. Ben, c'est correct. Mais en même temps, c'est de l'amener. De là à dire que c'est l'hypersensibilité, peut-être pas. Il faudrait que vous regardiez, le lire peut-être un peu plus, voir s'il y a plus de critères, mais en lien avec ça, à proprement dit, c'est peut-être trop peu de données pour en venir à cette conclusion-là. Merci. On a Josée qui avait une question aussi. Ben, en fait, c'est que je me demandais si le fait de nommer aux gens nos ressentis, comme personne hypersensible. Moi j'enseigne là, à des élèves. Puis je trouve que le fait de le nommer, parfois, ça fait d'eux, je ne sais pas, des personnes qui sont plus à l'écoute. Parce que, tu sais, c'est sûr, moi, j'ai un ballon, mettons, pour qu'il puisse s'asseoir, mais c'est sûr que s'il saute dessus, je ne vais pas fonctionner. Si, par exemple, j'ai une chaise à roulettes qui tourne dessus, c'est ça, je ne vais pas fonctionner non plus. Tu sais, si j'ai un pédalier, mais que le pédalier cogne dans le mur, ben là, c'est moi qui ne fonctionne pas plus. Tu sais, je veux dire, dans toute cette flexibilité-là que j'essaie de leur donner, je leur nomme. Et moi, quand tu fais ça, c'est sûr que là, je suis plus concentrée sur ce que je dis. Puis, tu sais, le bruit, l'agression du bruit par exemple, tung avec un crayon sur la table, c'est des affaires qu'ils font tous, là. C'est tout à fait normal pour un enfant, mais je pense que la question, c'est comme, est-ce que le fait de le nommer comme étant quelque chose qui est agressant, pour eux autres, ça leur fait-tu mieux comprendre? Puis eux autres, est-ce qu'ils vont être en mesure après de le nommer? Ah, ben attends un peu, peut-être que moi, j'ai ça aussi. Peut-être que moi aussi, ça me dérange, pas nécessairement parce qu'ils sont hyper stimulés par ça, mais parce que finalement, ils prennent conscience que, ouais, c'est vrai que c'est fatiguant un peu. Tu sais, même s'ils ne sont pas nécessairement comme moi, je me considérais
comment elle s'appelle? Je vais dire Cassiope, mais c'est pas ça tout, là, la fleur au bout, là, qui est pas. L'orchidée! C'est ça, j'ai oublié le mot. C'est que, tu sais, eux autres sont peut-être bien les pissalés, mais finalement, au bout du compte, c'est bien ça énerve tout le monde. Mais je me demandais, c'est-tu correct ou pas? Tu sais, moi, je fais ça à cœur de jour, mais tu sais, peut-être je fais ça d'inspiration personnelle parce que ça me tape ses nerfs. Tu sais, je me dis, je les aide-tu? Je nuis? Qu'est-ce que je continue ou tu penses quoi de ça? En fait, plus on informe, plus on explique, plus on apprend, en fait, au pissenlit, justement, qu'est-ce qu'est une orchidée et une tulipe, bien mieux ce sera parce que, en fait, ça fait partie de la diversité des gens. Fait que moi, j'irais même jusqu'à l'expliquer de manière générale, puis même à la limite d'en faire une causerie, de jaser avec les enfants, de dire, puis justement de dire, bien, on a différentes choses qui, des fois, peuvent nous déranger. Dans le PowerPoint avec les différents sens, de dire qu'est-ce qui me dérange, qu'est-ce qui m'apaise. Ça pourrait même être un exercice à faire avec l'ensemble des élèves, puis qui pourrait permettre aussi de mieux comprendre, puis surtout même de justement informer, parce qu'on se rappelle que l'information, ça va être très aidant pour les supersensibles qui vont s'y reconnaître aussi, parce que si ça vous dérange, vous, le crayon qui tape sur le bureau, bien, assurément, ça va en déranger d'autres dans la classe. Puis quand on parle justement du pourcentage, bien, c'est sûr que dans la classe, ça peut être super intéressant aussi de dire, bien là, hey, y a-t-il des gens qui se reconnaissent dans ces... Tu sais, de l'amener dans un contexte qui est normalisant, ça va être extrêmement aidant, puis en même temps, ça va peut-être enlever une pesanteur sur les épaules de certains enfants. Fait que moi, je pense que l'idée derrière tout ça, c'est plus on en parle, plus on déstigmatise, puis plus on normalise, puis je pense que mieux le monde s'en portera. Fait que moi, je vous encourage à continuer à en parler, puis à l'amener, puis même justement d'ouvrir avec les enfants. C'est surprenant des fois d'entendre les enfants, puis des fois même de faire hey, OK, je pensais pas que lui, il vivait ça ou il était dans cette dynamique-là. Puis même peut-être qu'il ne s'est jamais posé la question. Fait que lui, ça va peut-être lui donner des réponses. Fait que bref, assurément, je pense que ça peut être très positif d'en parler. Puis de jamais hésiter, au contraire, je pense que ça fait partie de l'éducation qu'on devrait faire par rapport à nos enfants. De plus en plus, en tout cas, j'essaie beaucoup de donner de la formation justement dans les milieux scolaires pour permettre ça, justement, de déstigmatiser puis de laisser tomber aussi, puis de parler que ça fait partie justement du corps humain, puis au même titre que justement la couleur des yeux. Donc, mais moi, je vous encourage à continuer. On a une autre question d'André. Oui, bonjour. En fait, je me posais la question, je trouvais ça super intéressant, tout le volet, là, de voir ça comme un trait de personnalité, puis comme dans l'acceptation, beaucoup, je trouvais ça super intéressant. Mais je me disais, pour certaines personnes, il y a quand même un élément de détresse assez important qui vient dans la difficulté à gérer des stimuli, puis la difficulté et tout ça. Est-ce qu'il y a quand même des outils qui existent ou qui peuvent être préconisés pour les aider quand même à développer de la tolérance ou à apprivoiser ou à intégrer ces stimuli-là? Bien, en fait, il y a de plus en plus d'intervenants là, qui accompagnent justement les gens justement dans la gestion de leur quotidien par rapport aux stimuli. C'est sûr que je dirais que souvent, ce que je remarque, c'est quand, en fait, les gens se retrouvent avec trop d'outils, ça devient surchargeant, puis ça leur fait peur. Il y a une chose qui est vraiment très aidante, je ne sais pas si vous connaissez, la cohérence cardiaque. Ça, c'est quelque chose qui peut, je cherche l'application Respire Relax, qui en fait, qui peut être très plate, là, dans le sens que c'est la bulle qui monte, qui descend, mais pour les hypersensibles, en fait, tous les gens de ce monde, le faire 3 fois par jour, de 3 à 5 minutes, puis dans le mode relaxant, là, parce que les inspirations, il faut qu'elles soient plus courtes que l'expiration, parce que sinon, on active le système nerveux d'alerte. On n'est pas d'avance quand on est surstimulé. Donc, ça, de le faire 3 fois par jour, ça va aider à gérer le quotidien. Donc, moi, j'invite souvent, ça, c'est un outil qui est de base, qui n'est pas compliqué, parce qu'il ne faut pas que ça soit compliqué. Puis moi, je dirais souvent, c'est de s'observer aussi, c'est de dire, bien là, comment je me sens? Est-ce que je me sens bien? Parce que des fois, on ne se pose pas la question, puis on est dans l'environnement. Des fois, il y a des gens qui travaillent où là, il y a plein de cubicules dans des milieux de travail où là, il y a du monde qui parle, il y a du monde qui interagisse. Donc, ça peut devenir surstimulant.
d'observer comment je suis dans cette dynamique-là. Il y a des gens qui me disent, ben moi, ce que je fais, je me mets des bouchons, je mets, tu sais, par exemple, il y a plein de trucs qu'on peut utiliser pour couper des stimuli, entre autres, au niveau auditif, visuel. Mais l'idée, c'est de trouver sa zone de confort. Fait que c'est d'identifier dans un premier temps qu'est-ce qui est le plus surstimulant, puis de trouver comment on peut le diminuer, ces charges-là, dans le quotidien. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire parce que quand, mettons, on a 3 enfants avec des défis particuliers ou là, on a un travail à temps plein ou là, on doit faire un kilométrage incroyable pour aller au travail, c'est sûr que les charges se multiplient, mais en même temps, il n'y a pas de secret magique, là. Je dirais que souvent, c'est de dire bien, comment on va faire pour les réduire, ces stimuli-là, et amener à faire des choix différents. Fait que souvent, les professionnels vont être des bonnes personnes pour aider à guider là-dedans, mais surtout, justement, voir qu'est-ce qui peut justement être modulé différemment. Mais Respire Relax, c'est un bon premier départ qui va aider à pouvoir au moins réguler le système nerveux, puis après ça, adresser. On pourrait en parler très longuement. Mais ça, j'entends qu'on est beaucoup dans la prévention, la gestion, de la batterie et tout ça. Ce ne serait pas quelque chose qui peut s'entraîner ou se muscler ou se moduler un peu mieux. Malheureusement, non, parce qu'en fait, c'est beaucoup l'acceptation. Okay. Accepter d'être comme ça qui va faire la différence. Parce que, par exemple, moi, j'ai rêvé de toute ma vie de faire des 10 km, je dis n'importe quoi, là, de 10 km de course. Et puis là, finalement, je n'arrive jamais à faire 10 km. Même si je m'entraîne, ben, le 5, mon corps me parle, il me dit que non, il ne veut pas aller plus loin. Puis là, je m'entête à vouloir aller plus loin. Ben, je vais l'épuiser plutôt que. Donc, de respecter nos limites, c'est difficile. C'est très difficile dans notre monde de performance, puis dans notre monde de pression, puis de paraître. Mais c'est surtout de se ramener justement à dire qu'est-ce qui fait du sens pour moi. Puis cette question-là, des fois, elle a l'air banale, là, mais elle est quand même assez percutante par moment de se dire je sais pas. Parce que des fois, on est un peu dans l'air d'aller, puis on fait comme ce qu'on doit faire. Mais c'est parce que des fois, si on est dans la surstimulation, c'est peut-être que notre mode de vie ou le mode de fonctionnement dans lequel on est, il correspond moins à nos besoins. Merci beaucoup. Bien. On a plusieurs commentaires, Joanne, là, de personnes qui nous remercient, mais qui te remercient. Puis on a un commentaire de Marjorie. Très belle sensibilité aux personnes hypersensibles. C'est le fun à entendre, très intéressant. Ma fille qui a un TSA écoute et se reconnaît bien dans ce qui est décrit. Merci. Donc, bien, gênez-vous pas si vous avez des questions, si vous avez des interrogations. Je vais envoyer le PowerPoint là, à Sylvie là, de Dagobert et compagnie. Et puis, vous avez mon adresse. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez aussi m'envoyer des questions personnelles. Inquiétez-vous pas, là, je vais vous répondre. Vous avez mon adresse Internet. Et puis, vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook de Joanne Parent, psychoéducatrice. À ce moment-là, vous pouvez m'écrire aussi des fois par Messenger. Je sais qu'il y a certaines personnes là, qui préfèrent les réseaux sociaux. Je ne suis pas toujours assidue, là, étant moi-même hypersensible. Des fois, les réseaux sociaux, j'essaie de pas trop y aller, mais en même temps, dans le contexte de mon travail, je sais que ça fait partie justement du moyen de communication, mais si je ne vous réponds pas dans les médias, ce n'est pas parce que je ne veux pas, c'est juste parce que ça va venir. Voilà. Bien, je vous remercie infiniment de votre présence, de votre écoute et surtout, je vous souhaite peut-être de voir le monde sous un angle différent, puis de prendre le temps de vous arrêter justement, puis d'observer, puis de profiter de chaque moment, de ressentir chaque moment. Merci à vous tous.